Section 19 de la conspiration des milliardaires par Gustave Guitton et Gustave Le Rouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Olivier Coronal. Derrière le Luxembourg, dans la petite maison entourée de hauts murs et qu'abritaient de beaux arbres, Tom Punch coulait des jours heureux, acceptant tous les événements en véritable sage. Sans avoir connaissance de la doctrine épicurienne, il la pratiquait de point en point. Absolument indifférent à tout ce qui ne touchait pas les joies de la table, il augmentait consciencieusement chaque jour le volume de son énorme bedaine. Les discussions philosophiques ou politiques se réduisaient pour lui à décider s'il valait mieux prendre le champagne après le claret ou le claret après le champagne. Désillusionné du patriotisme militant, après son haut fait du Luxembourg, où l'affirmation de ses principes lui avait valu de longues heures de détention, désabusé des fumées vaines de la gloire, depuis qu'ayant essayé de régénérer le monde par le sirop de tortue, il avait vu ses rêves échouer piteusement et sa cargaison de reptiles enrichir la collection du jardin d'acclimatation, il avait renoncé à de nouvelles entreprises, et sur les conseils de son maître avait mis un frein à ses lumineuses inspirations. Parfois, abandonnant ses recherches gastronomiques, il drapait son gros ventre dans une majestueuse redingote, couvrait son chef d'un minuscule chapeau de feutre qui, dominant sa large face rubiconde, lui donnait de faux airs de clown, et, le cigare aux lèvres, les mains dans les poches, il s'en allait par la ville, de brasserie en brasserie, se faisant des amis partout. Souriant, bonhomme, il avait l'abord facile, et payait, avec une paternelle indifférence, les piles de soucoupe, vestiges des somptueuses libations qu'il dirigeait avec art. D'un bout à l'autre du quartier latin, et même de la rive droite, où quelquefois il avait montré sa prestance mirifique, ses souliers rouges à triple semelle étaient connus de tous les garçons de café, qui ne marchandaient pas leur sourire et leur complaisance à ce client, ponctuel comme une horloge, qui arrivait à 6 heures, prenait gravement son absinthe, et lorsque sonnaient 7 heures, s'en allait, abandonnant royalement sa monnaie. Somme toute, les Français ont du bon, disait parfois le Yankee, du ton d'un maître d'hôtel appréciant un menu. Ils sont gais, aiment la bonne chère, et décidément, leur vin n'a pas son pareil. Fi, des Lacryma Christi, des Johannisberg, aussi vrai que William Bolton est le roi des milliardaires, le champagne est le roi des vins. Et de fait, ce jour-là, cette profession de foi ne manquait pas de sincérité. Tom Punch venait de terminer un dîner plantureux, autant que succulent, dont le menu aurait obtenu l'approbation de Brillat-Savarin lui-même. Plusieurs bouteilles, à col d'or, entièrement vides, témoignaient qu'il avait fait honneur à son vin favori. Selon son habitude distinguée, les pieds juchés sur la table, tandis que le reste du corps disparaissait dans les bras d'un fauteuil moelleux, le ventre surnageant comme une bouée, il grattait furieusement du banjo, lorsque la sonnette de la porte donnant sur la rue se mit à tinter. Tout en pestant contre le malotru qui troublait sans remords son travail digestif, il alla ouvrir. C'était le facteur qui apportait une lettre pour Ned Addison. L'ingénieur était dans son laboratoire. Il se promenait de long en large et réfléchissait à la conversation qu'il avait eue, la veille au soir, avec Olivier Coronal. Sortis ensemble de chez M. Goldberg, ils avaient fait, au lieu d'aller dormir, une longue promenade nocturne, en continuant l'entretien commencé 8 jours avant, dans la même maison. Les paroles d'Olivier, vibrantes et convaincues, son amour de l'humanité, ses généreuses théories et ses croyances philosophiques, avaient malgré lui troublé Ned Addison, étaient allés remuer, derrière son éducation et ses opinions américaines, les fibres sensibles de son intelligence, l'avaient émotionné étrangement. Pendant toute la nuit, il avait en vain cherché le sommeil. C'était dans son cerveau une lutte sourde, une transformation insensible de toutes ses opinions. Les paroles d'Olivier Coronal résonnaient encore à ses oreilles, dans leur logique et persuasive simplicité. L'humanité est supérieure au peuple, la paix est supérieure à la guerre. Une révolte grondait en lui, contre son père,
qui lui avait imposé une mission indigne. Non, l'argent n'était pas tout dans le monde. Il y avait encore des sentiments généreux, des hommes enthousiastes et indépendants. Le veau d'or n'était pas le maître absolu et ne le serait jamais. Lorsqu'il évoquait la figure inflexible de son père, ses gestes cassants, ses paroles haineuses contre les Européens et sa compréhension industrielle de l'existence, il sentait bien quelle transformation s'était faite en lui-même et combien il était différent, maintenant, de l'illustre ingénieur. À travers le prisme des paroles d'Olivier Coronal, il entrevoyait à présent l'œuvre gigantesque de Mercury Spark comme une chose mauvaise, et un repentir le prenait d'avoir mis son intelligence et son énergie au service de la conspiration des milliardaires. Et lorsque par hasard il évoquait, dans le décor inélégant de l'hôtel de la 7e avenue de Chicago, la physionomie hautaine et froide de Miss Aurora, il se réjouissait de n'avoir pas accepté, pour compagne de sa vie, la jeune fille au cœur sec que son père avait voulu lui imposer pour servir son ambition. Maintenant, il aimait, avec toute la fougue réfléchie de son tempérament. La douceur, la grâce de Lucienne Golbert, son intelligence ouverte, son charme de Parisienne l'avaient conquis. Pour rien au monde, il ne sacrifierait cet amour, qui dans son existence morne, froide et mathématique, avait fait surgir la rêverie, la compréhension vraiment humaine de la vie et le charme inexprimable d'une passion sincère. En épousant Miss Aurora, pensait-il, mon avenir eût été certainement borné par les dogmes inflexibles, les théories impassibles des manières d'argent et des actionnaires d'ambition que sont mes compatriotes, William Bolton en tête. Et quoi? Ce que je sais, ce que je comprends, ce que je rêve, sacrifier tout cela au service d'une œuvre de haine et de lucre, au culte du dieu dollar. Combien je suis heureux de m'être affranchi. La vie, vraiment bonne et généreuse, me tend à présent les bras. J'ai conquis le droit d'aimer, que ne donnent ni les bank-notes, ni la tyrannie creuse et factice du commerce et de la science. On frappa discrètement à la porte. Tom Punch entra, apportant la lettre qui venait d'arriver. Du premier coup d'œil, Ned reconnut l'écriture de son père. En voyant la figure et les gestes irrités de son maître, Tom Punch avait réprimé son ordinaire loquacité, et peu tenté de compromettre sa béate digestion par la rebuffade qu'il n'aurait pas manqué de s'attirer, il s'était éloigné, refermant sans bruit la porte du laboratoire. « Bon, murmura l'ingénieur entre ses dents, une lettre de mon père, que me veut-il encore ?» D'un geste sec, il rompit le cachet de la missive. Une appréhension le prit, une angoisse lui serra l'estomac, son pouls battit violemment. Il lut « De Mercury Spark. Mon cher Ned, voici bientôt 1 an que tu nous as quittés, ou plus exactement, que pour des motifs que tu connais, j'ai été forcé de me séparer de toi, de te faire charger par William Bolton, le président de notre société, d'une mission confidentielle en Europe. Malgré ta mauvaise volonté et ton refus d'assurer ton avenir et notre gloire commune en épousant mes projets, je suis presque enfin parvenu à mon but. De folles idées, de mesquines préoccupations t'ont fait dédaigner l'amour de Miss Aurora Bolton et te poser en obstacle devant ma noble ambition de savant et d'Américain. Bien que chargé de nous fournir des renseignements sur les dernières inventions européennes, la torpille terrestre en particulier, tu parais avoir oublié le but de ta mission. Malgré ta conduite déplorable à mon égard, Mercury Spark est à présent, je puis le dire, le premier arsenal de l'univers. La société des milliardaires y a engouffré plus d'1 milliard de dollars, et les secrets qui y sont enfouis nous assureront, à bref délai, une complète réussite. Tu peux voir clairement où nous en sommes. J'ai tout dirigé, tout prévu. Par mes soins, ta réputation n'a fait que grandir auprès de William Bolton et de ses associés. Quant à Miss Aurora, elle attend avec impatience ton retour, et ses sentiments à ton égard n'ont fait aussi qu'augmenter en intensité. Elle t'aime et ne s'est pas doutée 1 minute de ton hésitation à l'épouser. Pendant toute cette année, respectant nos conventions, je ne t'ai fait aucune question à ce sujet. Mais, d'un entretien que je viens d'avoir avec le père de ta fiancée, il résulte que ton absence ne saurait se prolonger plus longtemps. En conséquence, il te faut liquider ta situation à Paris et t'arranger de façon à prendre le City of New York qui part dans 3 jours du Havre.
On te ménage une réception enthousiaste. Ton mariage avec Miss Aurora ne sera plus qu'une question de jours, et tu reprendras auprès de moi à Skytown le cours de tes travaux. C'est pour toi, en même temps que le succès de nos grandioses et patriotiques projets, la fortune et la gloire à brève échéance. Ton père, Addison. Ned s'attendait presque à cette lettre. Son père comptait toujours sur lui pour servir son ambition. Cela ne le surprenait pas. Mais arrivant au moment précis où, hanté d'idées nouvelles et possédé tout entier par un amour sans bornes, il sentait s'opérer en lui un changement complet. Le rappel de son père, son ordre formel de regagner l'Amérique, le contrariait vivement. Pendant toute cette année, il avait eu au moins l'illusion de la liberté. Seul à diriger sa vie, d'instinct, il l'avait orientée d'une façon nouvelle. Sa conversation de la veille avec Olivier Coronal avait déchaîné en lui une véritable crise, avait fait éclore 1000 germes d'indépendance et de rébellion. Maintenant, il se sentait un autre homme. Et voici qu'il lui faudrait quitter tout cela, fuir la perspective du bonheur entrevu, son amour pour Lucienne, son estime pour les hommes loyaux qui lui avaient fait connaître la sagesse et la vérité. La lettre, froissée dans un mouvement nerveux qu'il ne put réprimer, Ned s'était remis à marcher, de long en large dans ce laboratoire, tâchant de démêler ses sentiments parmi le trouble où l'avait jeté cette lecture. Mais lui qui, 6 mois auparavant, ignorait l'émotion et ne comprenait pas l'indécision, manquait aujourd'hui de calme pour examiner sa situation. Que faire, pensait-il. Certes, jamais il ne consentirait à sacrifier, d'un coup, toutes ses espérances de bonheur pour aller reprendre auprès de son père l'œuvre de haine et de ruine. Non, il romprait avec tous ses affamés d'or et de puissance. Il renierait son passé et tenterait tout seul de conquérir sa place au soleil. Il se sentait assez fort pour cela. Quant à Miss Aurora et à ses millions, qu'il n'en entendit plus parler, sinon pour apprendre qu'elle avait fait le bonheur d'un quelconque marchand de jambon. Sur ce point, sa décision était bien arrêtée. De cette façon, exilé d'un pays qui n'avait plus sa sympathie, il aurait la joie, si quelque jour l'avenir le faisait victorieux, de ne devoir son succès qu'à lui seul, et d'avoir agi selon sa conscience, en dehors des lois meurtrières et des principes d'une fausse civilisation. Mais où l'angoisse le prenait, c'est lorsqu'il pensait à Lucienne. Il s'avouait enfin que son rêve caché était d'en faire sa compagne. Pouvait-il, dans l'état actuel des choses, parler à cœur ouvert? Un scrupule lui venait, maintenant qu'ayant rompu avec son père, il allait être réduit aux seules ressources de son travail, d'offrir à la jeune fille, de l'associer à la vie de lutte et de labeur qui allait être maintenant la sienne. Autre chose encore l'inquiétait. Certes, Lucienne s'était montrée toujours à son égard, charmante et de bon accueil. Il pouvait croire que l'amour qu'il avait pour elle était partagé. Réservée lorsqu'il le fallait, sans cesser d'être familière, elle avait toujours accepté les hommages discrets de Ned. Mais si sa liberté d'allure pouvait être interprétée, par un fat, comme un assentiment, la distinction native dont elle soulignait ses moindres actes ne permettait pas à Ned cette supposition. Du reste, sa conduite était la même avec Olivier Coronal, qui, reçu au même titre que lui chez M. Goldberg, entourait la jeune fille de prévenance et d'amitié. Plus d'une fois, dans les yeux noirs de l'inventeur, Ned avait vu passer des flammes, vite éteintes il est vrai, mais qui ne l'avaient pas trompé. Aujourd'hui, libre, au seuil d'un avenir dont il ne pouvait qu'esquisser les grandes lignes, abîmé dans ses réflexions, le jeune homme eût tout donné pour connaître la pensée de Lucienne. L'idée qu'elle pouvait aimer Olivier Coronal lui faisait passer des frissons. Avec elle pourtant, il aurait l'énergie qui triomphe de tout, ne connaît pas d'obstacle. Mais s'il allait se tromper, si le cœur de Lucienne était à un autre, il ne voulait pas y songer, pris d'avance d'une grande lassitude, d'un accablement qui ne raisonnait plus. Bientôt, cependant, maugréant contre la faiblesse qu'il la fallait, brisé, sur sa chaise, Ned réagit brusquement. Il se retrouva debout, là comme après une nuit d'insomnie, les tempes tenaillées de l'enseignement douloureux. Devant une glace, ses yeux fixes et brillants de fièvre l'effrayèrent presque.
Il est de ces angoisses où la pensée halète, s'essouffle, impuissante à prendre corps, se heurte, se cogne, comme aux voûtes des ruines, le vol des oiseaux nocturnes. Ned toucha du doigt le timbre électrique. Il venait de prendre une décision. « Vite, Tom, mes gants, mon chapeau !» Il serra dans son portefeuille la lettre de son père, toute froissée. Dehors, sur le trottoir, il s'aperçut que pour la première fois de sa vie, il mettait ses gants en chemin. Au premier cocher rencontré, il donna l'adresse d'Olivier Coronal. Maintenant, il se sentait plus calme, plus maître de lui. Mais sa pâleur était telle que l'automédon le regarda par 2 fois avant de pousser le traditionnel « cocotte !» Il lui trouvait sans doute une mine peu rassurante, la mine de ces clients indélicats qui d'un coup de revolver se brûlent la cervelle en voiture, à moins que, maladroit, ils ne cassent les vitres. Ces histoires-là sont toujours ennuyeuses et onéreuses. Ce fut donc avec un réel soupir de soulagement qu'arrivé à destination, le cocher vit descendre son bourgeois sain et sauf. Derrière le Sacré-Cœur, tout en haut de la butte Montmartre, Olivier Coronal habitait une petite rue paisible. Les maisons à 6 étages n'ont point encore tout à fait répandu, dans ces parages, l'ineffable laideur de leur style de cage à mouches. Ça et là, à côté de coquets pavillons entourés de jardins, de chancelantes et dégradées maisonnettes subsistaient encore, vestiges d'une époque qui n'a pas connu la beauté des bâtisses en carton comprimé. Depuis plus d'1 an, la sonnette de la porte d'entrée n'avait retenti qu'à de rares intervalles. Retenu presque tout le temps à Enghien, où il dirigeait la fabrication de la torpille terrestre, Olivier Coronal avait dû délaisser sa maisonnette qu'un jardin touffu, seulement clos de mauvaises palissades, entourait. Depuis quelques mois, disposant de plus de loisirs, il avait repris, à l'ombre des vieux arbres, son labeur minutieux, et ne l'interrompait qu'à regret. Son domestique, Léon Goupy, dont nous avons déjà fait la connaissance, n'était pas non plus fâché de ce retour, qui lui permettait de reprendre, le soir, en compagnie des garçons épiciers du voisinage, les parties de manille, où, paresseusement, assis sur ses talons comme un bouddha, son éternelle cigarette collée à la lèvre, il trônait aussi sérieusement qu'un guerrier apache fumant le calumet de paix. C'était bien le vrai type d'un gamin de Paris que ce Léon. Élevé à la diable, avec de gros baisers sonores et des taloches, courant les rues en compagnie de sa mère, brave marchande des 4 saisons, il avait appris, mieux que la langue de Virgile, ce parler imagé, narquois et irrévérencieux dont nos faubourgs parisiens ont la spécialité. Rôdeur et querelleur, aimant mieux muser le long des boulevards que de rester à la maison, connu dans tout Belleville, à 15 ans, il allait de pair avec des gaillards du double de son âge, et, rusé comme un renard, n'avait pas son pareil pour assister à la barbe des agents au défilé d'un cortège, perché sur un arbre ou installé à la cime d'un bec de gaz. « Eh bien, madame Goupy, et votre gardement, quoi qu'il vient ?» disaient les commères du quartier. « Ah, ne m'en parle pas, en v'là un qui m'en fait faire un mauvais sang. Pas moyen de le tenir, ma pauvre dame, il est toujours par voie et par chemin. Je sais pas quoi qu'il viendra, mais pour sûr, il continue. » « Bah, qu'est-ce que vous voulez? Les uns c'est ça, les autres c'est autre chose. Au moins le vôtre, il n'a pas mauvais cœur. »« Oh, pour ça non. C'est pas un méchant garçon dans le fond. » Quoique maugréant contre ce gardement qui lui faisait tourner le sang, la marchande des 4 saisons finissait toujours par faire l'éloge de son petit homme, comme elle l'appelait. Véritablement, malgré tous ses travers et ses habitudes indisciplinées, celui-ci n'était certes pas un mauvais fils. Il aimait sa mère par-dessus tout, et tout en la faisant enrager, il ne manquait jamais, lorsqu'il rentrait à la maison, de crier à tue-tête « Bonjour, maman !» et de l'embrasser vigoureusement. C'était entre eux de continuels colloques. « Comment? Tu v'là encore à cette heure? 1 heure que je t'attends, pendant que ma soupe se refroidit. » Et, toujours la même phrase. « Je sais pas ce que tu deviendras, toi. »« Ben quoi ?» disait Léon, de sa voix gouailleuse. « V'là-t-il pas une affaire? Alors, si qu'on est à la minute comme les bourgeois, faut le dire. »« Quoi? Que je deviendrai? » reprenait-il. «
Ben, ça me regarde. Puis, pourquoi je ne deviendrais pas quelque chose? On n'aurait pas plus drôle que ça. En attendant de devenir quelque chose, il était entré au service d'Olivier Coronal, qui lui pardonnait beaucoup de ses défauts en considération de son père, lequel, nous l'avons dit, était resté de longues années au service de la famille Coronal. Le brave homme était mort, victime de son dévouement, en voulant sauver, dans un incendie, 2 enfants oubliés dans leur berceau. Une modeste pension avait aidé la veuve à élever son fils. Au service de l'inventeur, le Gavroche belvillois avait bien dû un peu atténuer certaines libertés d'allure et de langage qui sentaient par trop le faubourg, mais en somme, sans toucher les appointements de notre vieille connaissance Tom Punch, il était loin d'être malheureux. La plupart du temps, enfermé avec ses bouquins et ses plans, Olivier Coronal n'était pas un maître exigeant. Toujours préoccupé par quelque idée neuve, d'une distraction allant parfois jusqu'au comique, il abandonnait la direction de son petit intérieur à Léon, toujours content, pourvu qu'il eût sa tranquillité. Ayant renvoyé son fiacre, Ned Hattison, en face de la petite porte vermoulue qui donnait accès dans le jardin, restait immobile. Il tâchait, mais en vain, de retrouver son habituelle décision. Au moment de franchir cette porte, il hésitait. Qu'allait-il dire à cet homme, généreux et bon? Que pouvait-il lui demander? Lui avouer qu'il aimait Lucienne? À quel titre pouvait-il le faire? N'allait-il pas encore le blesser dans ses affections, après l'avoir blessé dans son orgueil de savant? Il eut une minute la pensée de fuir, de se soumettre et d'oublier. Mais non, c'était impossible. Son amour pour Lucienne était trop fort. Il sonna. Fin de la section 19. Lu par Isade, quelque part en France. Section 20. De la conspiration des milliardaires par Gustave Guiton et Gustave Le Rouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Un sacrifice. Sous les vieux ormes, dont l'ombrage abritait une pelouse d'épais gazons, Léon Goupy, étendu à plat ventre, était fort occupé à lire un grand roman récemment publié en livraison et que lui avait prêté un marchand de vin de ses amis. Léon avait hérité de sa mère cette passion pour les touchantes aventures, les dramatiques histoires que chaque matin d'intelligents directeurs, soucieux de l'éducation du peuple, lui servaient tout chaud à raison d'un sou la tranche. Chaque matin, en effet, aussitôt levée, la mère Goupy avait l'habitude de descendre acheter son journal et de savourer, en même temps que son café noir matinal, les lamentations qu'inspirent au romancier en vogue la capture d'un redoutable malfaiteur, l'enlèvement d'une orpheline par des cavaliers masqués, ou bien encore l'odyssée d'une fille de prince dérobée dans son berceau par un traître de la bonne école, et qui, grâce à la chaînette d'or qu'elle porte au cou, retrouve ses parents à l'âge de 20 ans, juste à point pour épouser le héros sympathique qui, depuis des années et des années, remue ciel et terre pour trouver sa trace. Que de larmes font couler ces tragiques histoires, que de jeunes cœurs battent en lisant ces hauts faits qu'un écrivain imaginatif, mais généralement peu lettré, attribue toujours au jeune homme de race, beau comme le jour, fort comme une douzaine d'Hercules, et riche comme un fabricant de conserves américaines. Pour l'heure, Léon nageait dans un ravissement sans bornes. Pensez donc, un gamin de Paris, parti pour l'Amérique, venait de flanquer une formidable volée à une bande de sauvages, de couper la tête au chef et d'être sacré roi par les indigènes éblouis. « Ça, c'est rien chouette, » fit-il tout à coup, en s'interrompant de lire. « En v'là un qu'a de la veine. Ben, mon vieux, si je serais à sa place. » Il n'acheva pas sa pensée et se mit à rouler une cigarette. Puis, l'ayant allumée, s'étendit sur le dos, bâilla, s'étira et se mit à chanter. Les agents sont de braves gens qui se baladent. Un coup de sonnette l'interrompit. Monsieur Coronal est-il chez lui? Demandait Ned, la porte ouverte. Mais oui, monsieur. Le jeune homme tendit sa carte à Léon, qui se disait. Un particulier que je connais celui-là, pour sûr.
Puis, ayant fait entrer Ned dans une petite pièce garnie de vieux meubles de famille, lissés par l'époussetage de plusieurs générations, il s'en fut porter la carte à son maître. Addison, Ned Addison, si c'est permis d'avoir des noms pareils, fit-il, au moment d'entrer dans le laboratoire, après avoir familièrement inspecté le petit carton. La visite de Ned Addison ne surprit pas outre mesure l'inventeur de la torpille terrestre. La veille au soir, chez M. Goldberg, ils s'étaient réconciliés, avaient oublié leurs griefs personnels, en hommes qu'intéressait surtout la discussion et l'examen des idées. Puis, promeneurs attardés pendant de longues heures, ils avaient causé. Nous avons vu quel effet la haute culture d'Olivier, son amour des hommes, de leur histoire et de leur destinée, ses généreux principes, avaient fait sur Ned Addison, dont l'intelligence, fortement douée aussi, n'avait pas encore atteint son épanouissement. Dans le petit salon aux allures provinciales, les deux hommes s'abordèrent, la main tendue. Un pli profond barrait le front de Ned. Ses yeux fiévreux, ses lèvres un peu décolorées, n'échappaient pas au coup d'œil observateur d'Olivier. Pressentant un événement, une révélation, il résolut d'attendre, et dit simplement « Vous me surprenez en tenue de travail. Excusez-moi, je reçois rarement de visites. » Assis devant la fenêtre ouverte, encadrée de plantes grimpantes, d'odorants chèvrefeuilles et de vertes glycines, pendant un moment, les deux jeunes gens restèrent silencieux. Seule, une vieille horloge, au cadran de faïence peinte, faisait un petit bruit monotone et régulier. Ned parla le premier. « Je suis venu vous voir pour vous demander conseil, fit-il, mesurant presque ses paroles. On sentait qu'il faisait appel à sa volonté, qu'un combat se livrait en lui. Olivier Coronal s'en aperçut. « Vous pouvez me le demander, dit-il. Je vous le donnerai en toute sincérité. Je n'ai pas l'habitude de mesurer ma sympathie. »« Merci, monsieur, fit l'ingénieur. Après vous être révélé à moi, la nuit dernière, avec toutes vos hautes et nobles idées, je n'attendais pas moins de vous. » Puis, après une pause, « Tenez, ajouta-t-il, voici une lettre de mon père. Vous pouvez la lire. » « Eh bien, mais... » s'écria Olivier après avoir jeté un coup d'œil sur la missive. « Vous venez me faire vos adieux? C'est fort aimable à vous. » Une sensation de bonheur s'emparait, malgré lui, de l'inventeur français. Il ne voulait pas s'en avouer la cause, mais le départ de Ned lui semblait un événement heureux. Trop timide pour avoir jamais rien dit à Lucienne Goldberg de la profonde passion que depuis des années il avait pour elle, ils allaient se retrouver seuls. Ce jeune homme qu'elle semblait aimer ne serait plus là, entre eux. Il pourrait peut-être la conquérir, en faire sa femme, vivre son rêve. Cependant, la voix lourde et grave de Ned répondait. « Vous me connaissez mal, monsieur, ou plutôt, vous ne pouvez pas me connaître. Je ne suis pour vous que le fils de l'ingénieur Addison, un Américain. C'était vrai hier. Aujourd'hui, je suis un autre homme, meilleur et moins orgueilleux de lui-même. Notre conversation de cette nuit m'a beaucoup remué. J'ai compris bien des conceptions, j'ai épousé bien des rêves, j'ai vu clair dans ma vie, et je renie mon passé. C'est à vous que je dois cette transformation, car c'en est une, fit-il, en souriant tristement. « Où voulez-vous en venir ?» demanda Olivier. « Quel projet avez-vous ?»« Vivre seul, avec les ressources de mon travail, vivre libre, loin d'une œuvre que je considère maintenant comme hostile au progrès et pernicieuse. Je ne puis plus, ayant compris qu'il y avait autre chose dans la vie que des capitaux et des tarifs, accepter de servir une nation qui ne fait rien pour l'humanité et qui marche vers un but de mensonge et de décadence que dissimule mal une civilisation factice. Je crois pouvoir me suffire à moi-même, et je ne veux rien de mon père et de mes compatriotes. Je trouverai peut-être ici le bonheur selon mon cerveau. J'ai pensé que vous ne refuseriez pas de m'y aider. » Insensiblement, à mesure que Ned laissait tomber, presque une à une, ces paroles, la physionomie d'Olivier se contractait, s'assombrissait plutôt. Dans sa main pendante, comme par lassitude, la lettre d'Addison père le gênait maintenant. Il la posa sur la table. Ses yeux rencontrèrent ceux, anxieux, de Ned. Le silence régnait de nouveau,
mesurée par le tic-tac de la vieille horloge. Les oiseaux piaillaient dans les arbres. Il fallait répondre. Olivier parvint à articuler. « Mais certainement, monsieur. » Sa pensée était ailleurs. Sa joie de tout à l'heure faisait place à un découragement profond. La vie allait-elle continuer ainsi? N'aurait-il jamais le droit d'espérer? Malgré tout, il n'en voulait pas à Ned. La franchise du jeune homme, la sincérité de ses paroles l'avaient ému. Pourquoi fallait-il que, l'ayant gagné à sa cause humanitaire, il en souffrît dans son amour? Très troublé lui-même, enflammé par l'idée qu'il poursuivait, Ned n'avait rien remarqué de ce qui s'était passé dans l'esprit de son interlocuteur. « Oui, poursuivait-il, vous l'avez dit, monsieur, l'intérêt de l'humanité est supérieur à celui des peuples. La guerre est une chose odieuse et illogique, engloutissant sans profit la majorité des énergies, détournant de sa destination le labeur des hommes. Il faut la combattre, effacer du front de l'univers sa trace sanglante, préparer une vie meilleure et rendre au travail les milliards engloutis chaque année par la furie des armements. » « Ce sont des vérités indiscutables, » appuya Olivier. « Mais pensez-vous qu'aussi brusquement vous vous détacherez des opinions contraires, ou plutôt de l'absence d'opinion que vous avez eue jusqu'à présent? Et, même en supposant que oui, votre passé, votre éducation, tous les mauvais côtés de la brutalité pratique de votre idée ne vous reprendront-ils pas? On ne rompt pas d'un coup, ou du moins pas sans douleur, avec les opinions et les manières de voir inculquées dès l'enfance. Plutôt que l'apostolat que vous vous proposez, il vaudrait peut-être mieux pour vous suivre la vie telle qu'elle s'offre. Vous ne serez pas le seul à garder, inutile, dans votre cerveau, l'image de la vérité entrevue. On ne peut pas toujours vivre selon un idéal. »« Comment » s'exclama Ned. « Est-ce bien vous, monsieur, qui me conseillez cela? Vous vous méprenez, si vous croyez que je regrette ce que je laisse derrière moi. Je ne saurais plus vivre désormais en me mentant à moi-même. Ma décision est irrévocable. » Cependant, fit l'inventeur, qui, bien que sentant qu'il disait vrai, ne voulait pas croire au désastre de son rêve, aux engagements antérieurs, Miss Aurora Bolton, votre fiancée. « Ma fiancée » s'écria-t-il. « Oh, non, pas celle que voulait m'imposer mon père pour mener à bien ses projets destructeurs. Moi, épouser jamais une pareille statue, une femme implacable comme un chiffre, une idole, dont le cœur est un lingot? Mon père peut en faire son deuil. Je ne lui sacrifierai pas ma vie, je n'épouserai pas Miss Aurora, alors que... » Il s'arrêta. Il allait dire « alors que Lucienne est toute ma vie ?» Olivier Coronal avait compris. Une angoisse terrible l'étreignit au cœur. Mais il sut dominer son émotion. Rien n'en parut aux yeux de Ned. La nuit tombait. Les ombres, par degrés, envahissaient la petite pièce. Le crépuscule enveloppait les choses de mystère et de tristesse. Devant l'aveu qui allait lui échapper, Ned Addison avait hésité et détourné les yeux. Sans nul doute, s'il avait pu un seul moment voir combien l'homme, qui à côté de lui semblait impassible, caché de souffrances intimes, combien chacune de ses paroles supposait de douleurs contenues, il aurait mis fin à cette conversation. Mais, égoïste comme tous ceux qui aiment, il ne songeait en ce moment qu'à lui et à l'objet de son amour. Olivier, lui aussi, pensait à Lucienne. Dans la pénombre grandissante, ses yeux à demi clos avaient de rapides visions, pages de son enfance lointaine, sous le clair soleil des campagnes, de sa jeunesse studieuse, de son initiation à la science. Un jour, Lucienne lui était apparue. Il avait mis 3 ans pour s'avouer à lui-même qu'il aimait, et maintenant, il le sentait bien, elle allait être à jamais perdue pour lui. Un autre était venu, qui avait su prendre son cœur. Aussi, c'était sa faute. Pourquoi donc était-il resté à l'écart? Ne lui avait-il pas le premier ouvert son âme, avant qu'elle ne fût dominée par cet Américain, aux yeux froids et limpides, illuminé d'une despotique énergie? Elle serait maintenant sa femme. Sa femme. Il répétait mentalement ces 2 mots, comme une raillerie. Un rire nerveux qui lui montait aux lèvres se continua. À présent, que pouvait-il faire? Lucienne ne l'aimait pas. Elle aimait Ned. Il ne pouvait pas en douter. Lui n'était plus qu'un camarade sans importance.
Il ne pouvait prétendre à rien, n'ayant rien su demander. Aux approches de la nuit, les moineaux du jardin s'étaient tus. Un grand calme planait, prélude de l'assoupissement nocturne. Et dans le cœur d'Olivier, la nuit aussi descendait. Une tristesse comme sainte l'immobilisait sans volonté. Son courage s'enfuyait devant l'irrémédiable. Il ne leur en voulait pas à ces deux jeunes gens de s'aimer. Le bonheur passerait à côté de lui, ne lui laissant au front qu'une ride morose. Il ouvrit les yeux. Il était, maintenant, animé de la noble flamme du sacrifice. « Je crois que nous nous oublions à rêver, monsieur, fit-il, ou plutôt que, n'ayant pas achevé votre pensée, vous la continuez en regardant l'ombre s'étendre sur le jardin. »« En effet, j'avais quelque chose à vous dire, fit Ned. Une chose qui n'est pas le moindre mobile de ma décision. Mais je ne sais. »« Vous pouvez tout me dire, fit Olivier en accentuant chaque mot. Du reste, je crois savoir. »« Vous l'aurait-elle dit ?» s'écria le jeune homme, qui subitement se trouva debout, plongeant dans l'ombre, maintenant presque complète, ses regards vers le visage d'Olivier, qui, sous son épaisse chevelure noire, était devenu d'une pâleur de cire. « Non, non, fit celui-ci tristement, mais je l'ai deviné. »« Eh bien oui, je l'aime, s'écria Ned, qui se sentit soudain comme débarrassé d'un grand poids. Comprenez-vous maintenant que je refuse la main de Miss Aurora Bolton, toute milliardaire qu'elle est, et que mon seul but dans la vie soit de me créer par moi-même une situation pour pouvoir l'offrir à Mademoiselle Goldberg. Mais elle, m'aime-t-elle? Hélas, je ne sais pas. » Et, retombé dans son fauteuil, la tête dans ses mains, Ned restait immobile, perdu dans ses pensées. « Pauvre irrésolu, se dit Olivier, comme moi tu souffres, comme moi tu doutes. Notre douleur est la même, mais la mienne, tu l'ignores. C'est toi le plus heureux. » Puis, tout haut, « Je n'ai pas qualité pour vous donner une certitude, mais cependant, un soupir lui gonfle la poitrine. Je pense que vous n'êtes pas indifférent à Mademoiselle Lucienne Goldberg. »« Vous croyez ? J'en suis sûr. Et, ajouta-t-il, si bas que c'est à peine si Ned l'entendit, si vous ne l'aimiez pas vous-même, vous vous en seriez aperçu. » C'était alors un touchant spectacle que celui de ces deux hommes, ennemis la veille, dont l'un aujourd'hui renonçait à ses rêves de bonheur, faisait taire son cœur, et cela simplement, sans phrase, acceptant la souffrance pour assurer la vie heureuse à celle qu'il aimait. Il fallait que sous des apparences parfois brutales et rudes, Olivier eût une âme vraiment forte, un cœur vraiment grand, pour sacrifier ainsi son amour, silencieusement, pour rester seul à vivre, pour trouver, dans le renoncement et l'abnégation totale de ses rêves, la force nécessaire à continuer son existence de labeur, pour ne pas protester contre la destinée qui le frustrait de toutes les joies d'époux et de père. Mais non, Lucienne serait heureuse, que lui importait le reste. Il la verrait souriante, il lui parlerait, et jamais elle ne se douterait de sa souffrance. On frappa à la porte. C'était Léon, apportant une lampe. Sous l'invasion brusque de la lumière, les deux hommes se levèrent, et face à face, troublés, ne sachant plus que dire, échangèrent des phrases banales. Au dehors, une nuit sans lune. Ça et là, dans l'herbe du jardin, des lucioles brillaient. Tout était calme. Sans un mot, Ned Addison avait repris son chapeau, déposé sur le guéridon. Des phrases d'excuses et de remerciements s'arrêtaient à ses lèvres. Une pudeur de paraître heureux en face d'Olivier l'empêchait de parler. « Je vous ai dérangé dans vos travaux, » finit-il par dire. « Mais non, » assura Olivier. Lui aussi se trouvait gêné. Ses tempes battaient, un étau lui enserrait le front. « Comment pourrais-je vous remercier de vos bonnes paroles ?» continua Ned. « Alors, vous croyez que mademoiselle Lucienne vous aime? Mais oui, j'en suis sûr. Vous pouvez, du reste, vous en assurer auprès de M. Goldberg, ajouta-t-il avec un effort. Mais voici qu'il se fait tard. Vous me permettez de vous renvoyer, continua-t-il en souriant. Quoique la demeure de mon cher maître soit peu éloignée, vous pourriez vous mettre en retard, si vous voulez dîner avec lui. Comme vous êtes vraiment bon, s'écria Ned, à qui la joie mettait une auréole au front.
Oh, je n'y ai pas de mérite, croyez-le bien. C'est encore en la bonté que réside le bonheur, pour ceux qui ne peuvent l'obtenir autrement. Tout autre que Ned eût remarqué l'accent douloureux avec lequel Olivier avait prononcé ces paroles, le sens caché qu'il semblait y mettre et l'expression pénible de ce regard, habituellement si clair. Mais l'Américain ne voyait rien, n'avait plus qu'une pensée, acquérir la certitude qu'il n'était pas le jouet d'un rêve. « Vous pourriez être en retard, si vous voulez dîner avec M. Goldberg, » venait de dire Olivier, sur un ton de triste raillerie. Ned ne s'était aperçu de rien. Ordinairement perspicace jusqu'à l'intuition, son exaltation passionnée avait paralysé son instinct d'observateur. Venu dans cette maison avec le doute cuisant, la lancinante idée que l'inventeur pouvait aimer Lucienne, il en sortait joyeux, transfiguré, certain qu'il s'était trompé, bien loin de soupçonner la peine qu'il venait, involontairement, de causer à Olivier, bien loin de se douter qu'il piétinait sur un cœur meurtri, et que si pour lui l'avenir se dévoilait radieux et clair, c'est qu'un rival venait de se sacrifier noblement, discrètement, sans espoir de récompense. C'est cela, pensait-il. Il faut qu'aujourd'hui même je voie M. Goldberg. Demain peut-être il serait trop tard. J'ai tant de choses à lui dire. Léon, reconduis ce monsieur, fit Olivier au Bellevillois, qui, sur un coup de timbre, était accouru. Dans la poignée de main qu'ils échangèrent, ardente et enthousiaste chez Ned, triste et résignée de la part d'Olivier, il y avait toute l'intensité de leurs pensées. Tandis que sous la lueur tremblante du gaz, Ned s'acheminait le cœur plein d'espoir vers la demeure de M. Goldberg, Olivier Coronal, n'y tenant plus, s'affalait, brisé, la poitrine secouée de sanglots. Fin de la section 20, lue par Isade, quelque part en France. Section 21, de la conspiration des milliardaires, par Gustave Guiton et Gustave Le Rouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Bellevilloise et Yankee. Une ville comme Paris a besoin de joie. Contre les ennuis et les déceptions, dont chaque être a sa part, contre les déboires de la quotidienne lutte pour la vie, contre le dégoût des insuccès, il faut un remède, une sorte d'élixir moral qui chasse la rancœur, stimule les efforts. Cet élixir, c'est la chanson. De tout temps, on a chanté à Paris. Dans les heures prospères, aussi bien que dans les détresses, dans l'abondance comme dans la disette, dans la paix comme dans la guerre, les strophes railleuses ou sentimentales, gaies ou tristes, se sont toujours envolées des lèvres et des cœurs, même aux instants les plus critiques de l'histoire. En parlant du français, Jean-Jacques Rousseau écrivait « On dirait que la chanson est l'expression naturelle de tous ces sentiments. On chantait quand les Anglais démembraient le royaume, dit un autre écrivain, M. de Jouy. On chantait pendant la guerre civile des Armagnacs, pendant la Ligue, pendant la Fronde, sous la Régence, et c'est au bruit des chansons de Rivarol que la monarchie s'est écroulée à la fin du XVIIIe siècle. C'est même ce qui donne à Paris sa physionomie spéciale et bien à soi, que l'humeur toujours légère, que le goût de sa population pour la chanson. Nos pères ont connu les guinguettes et les caveaux, dont plusieurs furent célèbres avec les chansons de Pierre Dupont, de Béranger, de Désaugiers. On se réunissait sans protocole, ouvriers, employés et artistes, pour le plaisir d'entendre des couplets alertes, des saillies drôlatiques ou des hymnes d'espérance. De nos jours, Paris s'est transformé. La vie est devenue plus fébrile, plus hâtive. Il paraîtrait qu'on chante moins. Pourtant, détrônée presque partout, expulsée de ses guinguettes, la chanson a quand même conservé ses droits de cité dans 2 quartiers de Paris, Montmartre et le quartier latin. À Montmartre surtout, toute une population de peintres, de sculpteurs, de poètes continue la tradition qu'ont instaurée les troubadours et les poèmes du bon vieux temps, les Rutebeuf, les Villon, les Cyrano de Bergerac et tant d'autres. Nombreux sont les établissements, les cabarets où l'on chante chaque soir, devant un public jeune et enthousiaste, que n'a point encore contaminé le pessimisme et la raideur voulue de l'élément anglais et américain, qui de plus en plus
pénètre en les défigurant dans nos vieilles mœurs françaises. Là, après les soucis du labeur de chaque jour, on trouve encore le temps de s'amuser, de rire avec esprit. Tout est sujet à chanson. On raille les travers des uns et des autres. Il se trouve encore des cœurs généreux pour flétrir la turpitude, pour dire les aspirations, les espérances. Ce n'est pas le café-concert, avec ses grivoiseries de bas étage. C'est quelque chose de gai, de pimpant, de bon enfant. C'est l'esprit français qui toujours chante, ne serait-ce que pour le plaisir de chanter. Léon Goupy, le Bellevillois, connaissait son Montmartre comme un vieux Parisien. Habitué fidèle de tous les cabarets, il faisait ses délices de l'audition des chansonniers. C'était même, dans quelque endroit, un petit personnage, ne comptant plus ses amis ni ses camarades. Tout en se réclamant avec orgueil de ses origines bellevilloises, il n'était pas moins fier de son titre de citoyen de Montmartre. Il fallait l'entendre parler avec dédain des autres quartiers de Paris. « Non mais, qu'est-ce qu'ils se figurent qui sont parisiens, tous ces pétroussiens-là » disait-il. « Paris, c'est Montmartre, et Montmartre, c'est Belleville, voilà !» Et rien n'aurait pu le faire démordre de cette opinion. Chaque fois qu'on mettait en doute ses principes, il fallait le voir se dresser sur ses talons, enfler la voix, et avec des mots impayables, défendre la réputation de la butte qui porte le moulin de la Galette. Pour le moment, après plusieurs mois d'absence à Enghien, il venait de renouer ses anciennes relations. En plus de cela, il n'était pas peu glorieux d'une conversation qu'il venait de faire. De même qu'Olivier Coronal avait fait la connaissance de Ned Attison, Léon Goupy avait fait celle de Tom Punch, et d'une façon singulière. Envoyé un jour par son maître porter une commission chez Ned, c'était un échantillon de curieux minéral qu'une fois, chez M. Goldberg, Ned Attison avait exprimé le désir d'avoir en sa possession, le Bellevillois, qui jamais n'avait vu l'ex-majordome de William Bolton, rencontra, tout en s'acheminant les mains dans les poches et la cigarette aux lèvres, un gentleman d'une carrure imposante et dont l'abdomen démesurément développé avait, malgré la majestueuse redingote qui le sanglait, quelque chose de pachydermique. C'était notre excellent Tom Punch, plus rutilant que jamais, et qui, après avoir promené ses souliers rouges à triple semelle dans une demi-douzaine de brasseries, rentrait paisiblement au bercail. « Mince de tonneau !» s'écria le Bellevillois. « Et dis donc, combien elle t'a coûté ta barrique ?» La formule était assurément trop irrespectueuse pour qu'un honorable gentleman comme Tom Punch y répondît autrement que par un regard courroucé. Cela ne faisait pas l'affaire de Léon, qui, trouvant une occasion de blaguer quelqu'un, se serait fait pendre plutôt que de se taire. Croyant que si son interlocuteur ne lui répondait pas, c'est qu'il ignorait la langue française. « Toi, t'as pas une tête à parler français !» s'écria-t-il. « Eh, seigneur, English spoken, very well !» Au son de ces syllabes, accompagnées de grimaces imitées des clowns britanniques, Tom Punch dressa l'oreille. « Yes » fit-il imperturbablement, croyant se trouver en face d'un compatriote. « Oh, moi pas comprendre, moi parler voilà puc !» continua Léon, de plus en plus amusé, et avec des gestes cassants de Pontin ou de Tomatin. Pendant ce court colloque, nos deux personnages, l'un grand, gros et épais, l'autre fluet, petit et sautillant, s'étaient arrêtés. Déjà, autour d'eux, nombre de badauds, intrigués par les allures bouffonnes de Léon et le flegme de l'énorme personnage qui lui faisait vis-à-vis, riaient et échangeaient des lazis. Un petit pâtissier, celui qu'on voit sur les affiches, l'élément primordial de tout attroupement, échangeait ses impressions avec un petit trottin de la rue de la Paix, cependant que dans sa corbeille, les tartes et les vol-au-vent narguaient, en refroidissant, l'impatience des clients. Encore quelques minutes, et c'eût été un rassemblement en règle. Cette chose ignorée des villes américaines, où le flâneur est presque aussi rare que les maisons construites avec goût, où chacun va à ses affaires d'un pas mathématique, sans s'occuper de personne, sans même échanger, de la main comme le font chez nous les gens pressés, un rapide salut avec les personnes de leur connaissance. D'un coup d'œil, Tom Punch vit le danger, sous la forme d'un sergent de ville,
qui montrait, au coin d'une rue, sa figure réjouie, ses grosses moustaches de vieux briscard. Une conversation, même amicale, avec ce représentant de l'autorité municipale ne tentait pas le moins du monde l'intendant de Ned. Depuis son aventure du Luxembourg, il avait de la méfiance pour tout ce qui portait un uniforme, sans en excepter même les inoffensifs garçons de banque que, dans son ignorance, il prenait aussi pour des fonctionnaires investis des plus redoutables pouvoirs. Cependant, n'ayant sans doute pas les mêmes sujets de crainte, et disposé à s'amuser jusqu'au bout, Léon ne lâchait pas sa prise. Pour sauver la situation, Tom Punch eut une idée de génie. Faisant signe aux Bellevillois de le suivre, il gagna en 4 enjambées l'intérieur d'une brasserie, tandis que la foule des curieux reprenait le chemin de ses occupations, pas plus avancé qu'auparavant, mais ayant satisfait à la loi, qui, de tout Parisien, fait un badaud. Sur quel ton se continua cette conversation, ce quiproquo hilarant, où Léon, polyglotte d'occasion, avait engagé notre brave ami Tom Punch. Le Bellevillois apprécia-t-il mieux son nouvel ami, après avoir absorbé les nombreuses consommations que celui-ci offrit généreusement? Toujours est-il que 2 heures après, ils étaient les meilleurs amis du monde, et qu'ils quittèrent le café, bras dessus, bras dessous. Mais où la scène devint drôle, c'est lorsque, tout en marchant, Léon, qui avait enfourché son dada favori, l'apologie de Montmartre, capitale du monde, s'aperçut qu'ils suivaient tous deux le même chemin. Ils savaient contourner le Luxembourg, et venaient de s'engager dans la rue de Fleurus. « Tiens !» s'écria Léon, en interrompant ses digressions sur la supériorité de Montmartre à tous les points de vue. « M'v'là rendu !» Et, cherchant des yeux les numéros, il continua à marcher, laissant de nouveau libre cours à sa verve de gamin de Paris que les nombreuses libations de l'après-midi n'avaient pas affaibli, au contraire. Tom Punch souriait, en philosophe, sa canne sous le bras, les pouces dans l'entournure de son gilet, sans perdre un mot des propos facétieux de son nouvel ami. Au même moment, les 2 hommes s'arrêtèrent. Léon venait d'apercevoir en face de lui le numéro 150, but de sa course, et Tom Punch, la maison de son maître, naturellement. En homme qui connaît les bonnes manières, le majordome, tout en tirant de sa poche la clé de la porte, allongeait le bras pour un cordial check-hand lorsque le Bellevillois s'écria. « Mince de rigolade alors, vous voilà aussi arrivé? Pas d'erreur !» En tirant le petit paquet de sa poche, il lut « Monsieur Ned Addison, 150, rue de Fleurus. »« Ned Addison ?» fit Tom Punch stupéfait. « Vous ne vous trompez pas ?»« Puisque je vous le dis, tenez !»« Mais c'est mon maître, ou plutôt, c'est moi qui suis son intendant. »« Ah ben, pour être rigolo, ça l'est. C'est vous le larbin de monsieur Addison ? Enchanté de faire votre connaissance, monsieur l'intendant. Eh bien moi, ajouta-t-il en se rengorgeant, je suis l'intendant de monsieur Olivier Coronal, l'inventeur d'une torpille qui vous écrabouillerait en 1 seconde, comme une tomate, vous et votre gros ventre, et même encore des milliers comme vous avec. » Une présentation aussi élégamment faite valait bien une poignée de main. C'est ce qu'ils comprirent tous les deux. Léon n'était pas pressé. Tom Punch, comme d'ordinaire, n'avait rien à faire. Ils résolurent de dîner ensemble pour sceller une amitié commencée sous d'aussi favorables auspices. Avec un gastronome de la force de Tom Punch, le menu ne pouvait être quelconque. Ce soir-là, lorsqu'après avoir vidé à lui seul sa 4e bouteille de champagne, Tom Punch décrocha son banjo, il aurait fallu aller loin pour contempler pareil spectacle. Accroupi sur ses talons, Léon, qui a son amour du roman feuilleton joignait le goût de l'acrobatie, exécutait avec maestria la danse des Chinois, en poussant, à l'exemple de son hôte, de fanatiques hurrahs, ce qui, joint à la musique désordonnée du banjo, pouvait donner l'illusion d'une peuplade noire en train de célébrer les bienfaits d'une civilisation qui leur a fait connaître l'alcool et le tabac. Après une pareille réception, la courtoisie du Bellevillois ne pouvait se montrer en défaut. À son tour, il invita son nouvel ami, et pendant toute une soirée, de cabaret en cabaret, de brasserie en brasserie, il le conduisit à travers Montmartre, très fier d'être le guide d'un personnage aussi majestueux et aussi solennel qu'un ordonnateur des pompes funèbres ou qu'un huissier du ministère. Le majordome
était enthousiasmé. Dès lors, il ne voulut plus entendre parler du quartier latin, et ce, pour la grande joie de son Cicérone, flatté dans son orgueil de citoyen de Montmartre. Là comme ailleurs, sa ventripotente bonhomie et son insouciante générosité attirèrent à Tom Punch une sympathie universelle, et il imposait à tous sa réputation de formidable buveur. Mais où sa célébrité ne connut plus de bornes, conquit tout Montmartre, c'est lorsque, sur l'instigation de Léon, il honora un jour, d'une séance de banjo, l'un des établissements les plus connus du boulevard de Clichy. Ce fut un véritable triomphe, une joie délirante, un engouement passionné de toute la clientèle artiste du lieu. Bon prince, Tom Punch laissait faire, et trouvait cela tout naturel. Il reçut même un matin la visite d'un journaliste auquel il fournit complaisamment une interview. Comme on le voit, rien ne manquait à son bonheur. Décidément, disait-il parfois à Léon, c'est encore à Paris qu'il faut venir pour s'amuser. À Montmartre, vous pourriez dire, répliquait le Bellevillois. C'est égal. Quand je vous ai servi tout ce que je savais d'anglais, vous vous rappelez la première fois? Si je me serais jamais douté de ça. L'un étant exactement l'opposé de l'autre, les deux hommes étaient faits pour s'entendre. Quelques jours leur avaient suffi pour sceller une amitié digne de celle d'Orestes et de Pylade, à condition toutefois qu'Orestes fût ventru et que Pylade parlât l'idiome spécial aux faubouriens de la grande ville. Mais hélas, il n'est pas ici-bas de plaisir sans compensation. Un beau matin, Tom Punch vit venir à lui Ned Addison, qui semblait furieux et brandissait un journal. « Ah ça, m'expliquerez-vous, maître Tom, ce que cela signifie? Et quelle nouvelle folie vous possède? Êtes-vous attaché à mon service à seule fin de me créer des ennuis ?» Ne sachant que répondre, l'infortuné majordome levait les bras au ciel, comme pour le prendre à témoin de son malheur et de son innocence. « Oui, continuait Ned, je crois que tu deviens fou. Voici maintenant qu'on parle de toi dans les gazettes. S'il te plaît de jouer du banjo, ne pouvais-tu rester ici tranquillement, au lieu d'aller courir, ivrogne que tu es, toutes les brasseries de Montmartre où tu te donnes en spectacle? » « Mais je n'ai rien fait de mal, » balbutiait le malheureux Tom Punch. Il était si drôle à voir dans son costume matinal, sa grosse panse, à l'aise dans une robe de chambre verte et jaune, il semblait tellement atterré et déconfit que Ned ne put retenir un sourire. « Tu n'en feras jamais d'autres, fit-il un peu radouci. « C'est égal, je soupçonne que si William Bolton savait cela... »« Oh, William Bolton !» répéta Tom Punch d'un ton peu convaincu. Il avait l'air de dire que cela lui était bien égal. Il est rare qu'un sentiment résiste à l'éloignement de celui qui en est l'objet. À Chicago, le majordome se serait fait hacher pour son maître. Depuis 1 an qu'il l'avait quitté, sous le fallacieux prétexte d'aller chercher en Europe de nouveaux procédés culinaires, son attachement avait diminué d'intensité. Même, il n'avait plus du tout envie de laisser là la vie facile et distrayante qu'il menait à Paris pour retourner s'enfermer dans le somptueux et mélancolique hôtel de la 7e avenue de Chicago. La protestation contenue qu'il venait d'accentuer avec un geste détaché était assez claire pour que Ned la comprît. « Ah ça, mais dis-moi donc, tu n'as pas l'air de faire grand cas de ce que l'honorable William Bolton peut penser de toi. »« Oui, non, » balbutia Tom, pris au dépourvu. La diplomatie n'était pas son fort. Une teinte cramoisie l'envahit du menton jusqu'au bout de ses larges oreilles lorsqu'il se sentit deviner. Et Ned n'eut pas beaucoup de peine à le confesser, à lui faire avouer qu'en effet, le désir de revoir Chicago ne le tourmentait pas. « Que voulez-vous, monsieur Ned ?» conclut-il en philosophe. « La vie est mal faite. Moi, j'aurais dû naître parisien. De toutes les villes que j'ai vues, c'est Paris qui me plaît le plus. C'est à Paris que l'on fait la meilleure cuisine, et sans le secours de l'électricité encore. »« Ah, mon gaillard, fit l'ingénieur en éclatant de rire, te voilà pris par ton côté faible. Mais, avec tout cela, sais-tu que te voilà devenu, du jour au lendemain, une célébrité ?» Jamais Tom Punch n'avait vu son maître aussi joyeux. Depuis quelques jours, Ned Addison avait changé du tout au tout. Autrefois sombre et mélancolique, et souvent irrité sans motif, il était à présent plus ouvert, plus gai. Tom Punch commençait à s'en apercevoir,
mais il ne savait à quoi attribuer cette transformation. C'était bien simple. Ned était heureux. Il voyait son rêve prendre corps. Le soir même de la visite à Olivier Coronal, il avait vu M. Goldberg, lui avait franchement expliqué la nouvelle situation qu'il acceptait en rompant avec son père, et n'y pouvant plus tenir, il lui avait avoué son amour pour Lucienne. « Ce n'est point une illusion, avait-il dit. Depuis une année, je constate, chaque jour, que mademoiselle Lucienne prend, dans mes rêves d'avenir, une place de plus en plus grande. Jusqu'à présent, trop d'obstacles me forçaient à me taire. Aujourd'hui, je suis libre. L'avenir ne me fait pas peur. Je puis vous demander sa main. » Confortablement installé dans son fauteuil à oreillettes, le savant écoutait avec intérêt. La figure simple et bienveillante du vieillard s'éclairait d'un sourire indulgent. « Je n'ai pas qualité pour vous donner seule une réponse. Ma fille est libre de sa décision. Je vous communiquerai demain la réponse qu'elle aura faite à votre demande. » Et devant l'air anxieux de Ned, « Voyons, après 1 an d'attente, vous patienterez bien encore un jour. Mais n'ayez pas trop d'inquiétude, fit-il en prenant la main du jeune homme. Vous n'avez pas à craindre un refus. Je suis un peu le confident de ma fille. Mais il suffit, n'essayez pas de me corrompre. Je dois être discret. » Le lendemain, Ned apprenait qu'en principe, la main de Lucienne lui était accordée. Il ne pensait même plus aux embarras de sa situation présente, aux difficultés que son père n'allait pas manquer de soulever pour empêcher ce mariage qui allait mettre une entrave à ses rêves d'universelle conquête. Miss Aurora, quelle joie d'être affranchi du cauchemar de son souvenir. Ned rayonnait. Il puisait, dans son amour pour Lucienne, une joie sans bornes. Son intelligence, son énergie lui revenaient, avec la certitude de l'épouser. « Ah, tu veux rester à Paris, mon brave Tom. L'Amérique ne te dit plus rien. Eh bien, assieds-toi. Écoute ce que j'ai à te dire. » Jusqu'alors, ne sachant trop ce qu'il allait lui advenir, Tom Punch était resté debout, dans la même position, celle d'un patient à qui l'on fait subir la torture. « Voyons, quitte-moi cet air contrit. Je ne vais pas t'avaler, que diable. Veux-tu rester à mon service? C'est que... Allons, achève. C'est qu'il faudrait quitter Paris. Car tu supposes, dans ta jugeote de majordome joueur de banjo, que je retourne à Chicago. »« C'te idée !» fit Tom Punch, expression qui lui était devenue familière depuis son intimité avec Léon. « Que dis-tu ? » ?»« Oh, rien. Je voulais dire qu'en effet, c'était mon avis. »« Comme tu es peu perspicace, tu te trompes. Je reste à Paris, là. Es-tu satisfait ? De plus, je me marie. »« Comment ? » s'écria Tom, désappointé. « Miss Aurora arrive ici ? » ?»« Ah, tiens, tu savais, toi aussi ? Enfin, ce n'est pas mon affaire. Eh bien, tu fais encore erreur. Ce n'est pas Miss Aurora que j'épouse. C'est une jeune fille charmante, une Parisienne. Tu vois que, si tu aimes Paris, tu n'es pas le seul. » Un malencontreux, cette idée, allait encore échapper à l'intendant. « Et vous me gardez avec vous ? » demanda-t-il. « À une condition toutefois, c'est que tu te montreras, à l'avenir, plus prudent dans tes entreprises, et moins avide de gloire, » fit Ned, en lui montrant ironiquement le numéro du journal. « C'est entendu ? » ?»« Oh, tout ce que vous voudrez, » répondit Tom. « Je suis tellement heureux à la pensée que nous ne nous séparerons plus. Vous verrez quelle bonne cuisine je vous ferai, ajouta-t-il. Et quant au menu du dîner de noces, que je perde mon nom si les mânes de Lucullus n'en sont point jaloux. Fin de la section 21. Lue par Isade, quelque part en France. Section 22. De la conspiration des milliardaires par Gustave Guiton et Gustave Le Rouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Un voyage d'Addison. Depuis le départ de Ned Addison, tout ce que l'imagination humaine et l'effort continu des générations successives a créé dans l'art de détruire et de faire la guerre semblait avoir été centralisé par une volonté surnaturelle à Mercury's Park et à Skytown, les deux villes monstrueuses
enfoui au milieu des montagnes rocheuses. En prenant la direction de cette société de milliardaires américains, Addison père, l'illustre inventeur, avait dit vrai. En une année, son merveilleux génie d'organisateur pratique avait presque atteint le but proposé par William Bolton. Tout un coin de l'énorme chaîne de montagnes était transformé. Avec ses enceintes successives, chacune d'elles affectée à des travaux différents, avec la masse de ses bâtiments, de ses fonderies, de ses laboratoires, avec son parc aérostatique, Mercury Spark était bien à présent le premier arsenal du monde. Directeur tout-puissant, âme de la prodigieuse cité, Addison père n'avait rien épargné pour lui assurer cette suprématie. Isolé dans son enceinte respective, une armée d'ouvriers travaillait chaque jour. Les cheminées des usines versaient sans relâche leurs torrents de fumée. Les tours d'aluminium à 20 étages s'érigeaient. On ne comptait plus les dollars dépensés. Skytown ne restait pas en arrière. Là aussi, les marteaux-pilons ébranlaient le sol. Des monstres sous-marins montraient leurs coques d'acier dans les cales sèches. Des plans d'une ingéniosité et d'une audace inouïe recevaient une exécution plus audacieuse encore. À chacun de ces voyages, William Bolton rapportait une sensation plus forte d'orgueil et de puissance. L'énorme fortune du milliardaire s'accroissait sans cesse. Une heureuse spéculation l'avait rendu propriétaire de tout un quartier de Chicago. Les abattoirs et ses fabriques de conserves, sillonnés de trains électriques, enrichis de nouvelles machines, avaient doublé d'importance. Il n'y avait qu'un seul nuage sur son bonheur. Aurora, sa fille, le préoccupait. Elle, autrefois fervente de tous les sports, active et qui apportait dans toutes les choses de la vie l'impassibilité d'un caractère hautain et volontaire, s'ennuyait mortellement depuis le départ de Ned pour l'Europe. Toujours lasse, ne s'intéressant plus à rien, elle semblait chercher sans cesse des yeux quelque vision disparue. Bolton n'y comprenait plus rien. Pour la distraire, il avait tout imaginé. Les caprices les plus coûteux, une fois réalisés, n'arrachaient même pas un sourire à la jeune fille. Elle dépérissait à vue d'œil. Aussi, le milliardaire avait-il fait comprendre à Addison qu'on ne pouvait plus différer le retour de Ned. Il faut qu'il revienne à tout prix, qu'il laisse tout en suspens, avait-il dit. Pas plus que sa fille, William Bolton ne connaissait le véritable motif du voyage de Ned. Addison père s'étant bien gardé de le révéler. Il avait usé d'expédients pour leur faire croire, à tous deux, que le mariage était seulement retardé. Il avait grandi son fils à leurs yeux, en lui attribuant le désir de se rendre digne de la main d'Aurora, par une réussite éclatante de sa mission. Nous avons vu que cédant aux instances du milliardaire, l'ingénieur avait écrit à son fils pour l'engager à reprendre de suite le chemin de l'Amérique. Dans son laboratoire, qu'un blocus électrique isolait complètement, Addison était enfermé depuis le matin. La nuit venait de tomber. Au dehors, de puissants fanaux électriques éclairaient tout le paysage de coupoles et de cheminées. Autour du savon, une multitude de pièces d'acier, de ressorts, de bielles encombraient les établis. Penché sur une feuille couverte de chiffres, l'ingénieur, dont les yeux pareils à des boules de métal dénotaient une extraordinaire tension du cerveau, semblait ne plus vivre pour le monde extérieur. À quelques pas de lui, Joe, le nègre muet, à la stature herculéenne, épiait ses moindres signes. À quelle tâche s'était voué le savant? Que rêvait-il de créer? Quelle mystérieuse besogne avait-il entreprise? Personne ne le savait encore. Addison attendait sans doute l'heure propice pour divulguer ce secret. Mais malgré son silence, on pouvait supposer qu'il s'agissait d'une invention terrible, étant donné les précautions infinies dont il s'entourait dans son travail. Depuis plus d'une heure, aucun muscle de sa figure n'avait bougé. Il semblait figé dans cette attitude d'effort et de recherche. Tout à coup, d'un geste sec, il nota une formule. Puis,
sans mot dire, avec sa brusquerie coutumière d'automate, il se leva, dériva le blocus électrique qui, autour de son laboratoire, mettait nuit et jour une invisible mais infranchissable barrière, et sortit. À peine arrivé à son cottage, le timbre électrique lui annonça une dépêche. À mesure que se déroulait la mince bande de papier, il lut. Mon père, en réponse à votre lettre, je suis heureux de vous informer de mon prochain mariage avec mademoiselle Lucienne Golbert, fille du savant distingué, membre de l'Académie des sciences de Paris. Je compte sur votre bonté pour m'envoyer votre autorisation par télégramme. Votre fils, Ned Addison. À mesure qu'il avait lu, les lèvres de l'ingénieur s'étaient contractées. Ses yeux avaient pris une expression terrible. Pendant quelques minutes, la fureur l'empêcha de parler. « Oh, c'est trop fort !» s'écria-t-il enfin. « Se jouer de moi à ce point, mais il est fou le malheureux. Ah, c'est ainsi qu'il me récompense d'en avoir fait un savant. Il se pose en obstacle devant moi. Eh bien, nous verrons. Et il ose, poursuivit-il rageusement, me demander mon autorisation pour ce mariage insensé. Mon autorisation, répéta-t-il par 2 fois. Eh bien, je vais aller la lui porter moi-même. Le lendemain soir, l'ingénieur Addison arrivait à New York par la gare de l'Atlantic Railway et prenait place sur un paquebot de la compagnie transatlantique à destination du Havre. Fin de la section 22. Lue par Isade, quelque part en France. Section 23. De la conspiration des milliardaires par Gustave Guiton et Gustave Le Rouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Un mariage imprévu. En débarquant à la gare Saint-Lazare, l'ingénieur Addison, depuis son départ de Mercury's Park, n'avait pas prononcé 20 paroles. La Touraine, un des plus récents paquebots construits, une merveille, autant par sa vitesse que par le luxe et le confort qu'elle offre aux passagers, en 7 jours l'avait amené au Havre. Le trou du diable et les brumeux parages de Terre-Neuve franchis, le reste de la traversée s'était effectué par un temps magnifique. Mais des féeriques paysages de la mer et du ciel, Addison n'avait rien vu. Alors que, réunis sur le pont, les passagers des premières organisaient des bals et des concerts, enfermé dans sa cabine qu'il arpentait de long en large comme une bête fauve, l'ingénieur ne décollérait pas. Descendu du train transatlantique qui prend les passagers sur le quai même du débarquement, Addison, qui dans son mépris des hommes et des mœurs du vieux monde s'était toujours obstiné à ne rien connaître des Français, à ne pas apprendre leur langue, eut recours à un interprète de l'hôtel Terminus, retint un appartement, et sans même prendre le temps de faire quelques toilettes, se fit conduire immédiatement chez son fils. Tom Punch, qui au coup de sonnette était venu ouvrir la petite porte donnant sur la rue, faillit tomber à la renverse en apercevant l'ingénieur. Sans lui laisser le temps de se remettre, celui-ci était déjà entré. Malgré la fureur qui ne l'avait pas quitté depuis la réception du télégramme de Ned, ce fut d'une voix calme qu'il demanda « Mon fils est là ?» Et sur un signe affirmatif de Tom Punch, que l'étonnement rendait muet, « Bien, conduisez-moi auprès de lui. » Ned venait de rentrer. Il était allé dans quelques magasins, chez des orfèvres, commander de menus objets de toilette et des anneaux nuptiaux. Maintenant, il voyait chaque jour sa fiancée. Sans être encore fixé définitivement, la date de leur mariage était prochaine. Une seule chose lui manquait pour la forme, l'autorisation de son père. Lorsque, suivi par l'ingénieur Addison, Tom Punch frappa à la porte du cabinet de travail de Ned, le jeune homme notait sur un carnet les courses urgentes qu'il devait faire l'après-midi. Tom parut d'abord, montrant, dans l'entrebâillement de la porte, sa grosse figure que l'émotion et la surprise avaient congestionnée encore plus qu'à l'ordinaire. « Monsieur Ned !»
fit-il à demi-voix. « Votre père, qui vient d'arriver, veut vous voir. »« Mon père ?» s'exclama le jeune homme, qui, subitement, se trouva debout. « Eh bien, fais-le entrer, et laisse-nous. » Inutile de dire que tout ce dialogue avait lieu en anglais. Quoiqu'il parlât couramment le français, Tom Punch, dans son effarement, avait eu recours à sa langue maternelle. Bien qu'émotionné par la visite de son père, Ned, cependant, paraissait calme. Le savant entrait. La main tendue, son fils vint au-devant de lui. « Bonjour, mon père. Quel heureux événement me vaut le plaisir de vous voir. » De même que tout autre sentiment, l'amour paternel, chez Addison, n'était qu'un mot, c'est-à-dire une chose sans valeur aucune. Il ne fit même pas attention à la main qui s'avançait vers lui. « Nous avons d'abord à régler quelques questions, fit-il rudement. Nous verrons ensuite. »« Mais mon père, je suis à votre disposition. Alors, m'expliqueras-tu ce que signifie ce télégramme ? Vous l'avez bien vu, je suis fiancé à mademoiselle Lucienne Colbert, et je dois me marier prochainement. Quoique pouvant m'en passer, puisque je suis majeur et américain, j'ai donc sollicité votre autorisation. »« Mais c'est absurde, idiot, tu gâches ta vie comme un écervelé, alors que j'ai réalisé là-bas une œuvre gigantesque, qu'avant 1 an nous serons les maîtres du monde. Tu t'entêtes, toi, à me désobéir. Tu refuses d'épouser Miss Aurora. Tu n'as pourtant pas été sans apprendre que son père, William Bolton, vient presque de doubler sa fortune. Permettez-moi, mon père, de vous dire que ces considérations me sont tout à fait indifférentes. Miss Aurora ne me plaît pas. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 1 an, je ne veux l'épouser. J'ai trouvé ici une jeune fille dont les qualités de cœur et d'esprit valent mieux pour moi que les milliards de votre protégé. »« Fils ingrat !» s'écria l'ingénieur, blême de fureur. « C'est ainsi que tu me récompenses ? Tu ne mérites pas tout ce que j'ai fait pour toi. Ta lâcheté n'a d'égal que ta fourberie. »« Mon père, reprit Ned indigné, vous devriez avoir l'intelligence de ne pas mettre entre nous de pareilles phrases. Vous obéissez à des sentiments que je ne comprends plus, que je ne veux plus comprendre. Laissez-moi, tout au moins, le droit de les excuser. » Ces paroles courtoises, au lieu d'apaiser la colère d'Addison, ne firent que l'irriter. « Ah, je ne m'étonne plus, s'écria-t-il, que tu dédaignes Miss Aurora. Tu possèdes le secret de Mercury Spark, qu'imprudemment je t'ai confié. Tu n'as pas besoin de ces millions comme tu dis. Peut-être l'as-tu déjà vendu au Foreign Office, ou bien à ton pays d'adoption, car te voilà français maintenant, ajouta-t-il en raillant. Ned avait blêmi. « Je vous défends, mon père. Entendez-vous me traiter de la sorte ? J'ai trop de loyauté pour trahir qui que ce soit. Et si je n'accepte plus de servir des gens comme vous, ma parole vous reste sacrée. Vous n'avez pas le droit d'en douter. »« Ah, je te souhaite de dire vrai, » fit l'ingénieur en gagnant la porte. « Car, ajouta-t-il en se retournant, tu as beau être mon fils, tu ne vivrais pas 24 heures. Ne perds jamais le souvenir de cette parole. » Et sans prendre garde à Tom Punch, plus mort que vif, qui s'effarait le long des corridors, il regagna sa voiture qui stationnait devant la porte. 200 mètres plus bas, une autre voiture stationnait également. Derrière les stores baissés, un homme d'une 50aine d'années tenait les yeux obstinément fixés sur la demeure de l'ingénieur. Lorsque le coupé s'éloigna, le personnage, que semblait tant intéresser la visite de l'illustre inventeur, fit un signe coché, qui, tout en se tenant à distance, suivit la voiture dans laquelle Addison, furieux, ruminait des projets de vengeance. Quand il se fut assuré que M. Addison était rentré à l'hôtel Terminus, le mystérieux personnage mit pied à terre, et, tout en passant nonchalamment devant le café de l'hôtel, il sortit de sa poche un petit papier qu'il glissa dans la main d'un garçon en habit noir. Si Ned avait été là, il aurait reconnu le passager qui l'avait tant inquiété à bord du London, le touriste aux lunettes fumées, l'espion de l'Angleterre, Bob Weld. 2 jours plus tard, Addison, n'ayant rien vu de Paris, n'ayant rien voulu en voir, reprenait le chemin de Chicago. Quelques semaines plus tard, on célébrait le mariage de Lucienne et de Ned. Dans le jardin d'une claire maison de campagne, que le jeune Américain avait choisie aux environs de Paris
Pour y installer son bonheur, une table était servie. De merveilleux massifs de lilas blancs, de lys et de jasmin, escaladaient avec grâce les suspensions électriques disposées en plein air, dont les branches d'arbres formaient des soutiens naturels. La cérémonie avait été tout intime. En plus de Lucienne, dont la robe élégante mettait en relief la saisissante beauté, et de Ned, M. Colbert, Olivier Coronal et quelques savants distingués, témoins des jeunes époux, y assistaient seuls. Ému jusqu'aux larmes par le bonheur de sa fille, le vieux Colbert, qui pour tout le monde avait un mot aimable, semblait revivre les beaux jours de sa jeunesse. Olivier Coronal lui-même avait tenu à assister à ce joyeux repas. Tout ce qu'il aurait pu avoir de haine ou de jalousie s'était fondu devant le spectacle de ce bonheur, de cet amour pur des deux jeunes gens. Ce grand cœur avait su faire taire toute mauvaise pensée, chasser tout nuage de son front et donner l'exemple de la gaieté. Quant à Tom Punch, ce jour était le plus beau jour de sa vie. Aidé de son inséparable Léon, il avait, quant au menu, bien tenu sa parole. À côté des pièces de gibier, empruntant à d'inédites préparations des saveurs raffinées, des poissons merveilleux, pour lesquels le majordome combinait depuis des mois des sauces stupéfiantes, des corbeilles de fruits rares, tentaient l'œil par leur couleur doucement veloutée. Au dessert, Tom Punch, toujours grave, reçut les félicitations unanimes des convives. Le champagne, ce vrai vin de France, réunit tout le monde dans un toast cordial qu'Olivier Coronal lui-même porta aux jeunes époux. Sa voix tremblante trahissait ses sentiments intérieurs. L'inventeur était ému. « Oui, mes amis, fit-il en levant son verre dans un élan généreux, soyez bons surtout, car c'est encore la vraie sagesse. Au bras l'un de l'autre, vous pourrez marcher dans la vie sans défaillance, et les douleurs que vous éprouverez ne serviront qu'à vous mieux réunir. Soyons heureux, ajouta-t-il, de lever tous nos verres dans une pensée de concorde et de justice, à l'heure où, autour de nous, la lutte est si violente, les hommes si féroces. Je bois à l'avènement d'une humanité plus heureuse et de la paix universelle, dont un des plus puissants monarques de l'Europe a pris l'initiative d'une ère de prospérité et de richesse sociale, à tout ce que nous rêvons, à tout ce que la science nous donnera. La lutte entre les peuples ne sera pas éternelle. Comme elle a supprimé l'ignorance et la superstition, comme elle remplace chaque jour le travail matériel, la science abolira les frontières. Il ne se peut pas que l'humanité se mente à elle-même. Ces paroles furent recouvertes par un tonnerre d'applaudissements. Au fond du jardin, Tom Punch, d'une voix de stentor, approuvait, lui aussi, par des hurrahs frénétiques. Cependant, à côté de celle qui maintenant était sa femme, au milieu de cette allégresse générale, Ned sentait une ombre passer sur son bonheur. Il pensait tout à coup aux machines qui, là-bas, dans les solitudes, de l'autre côté de l'Atlantique, préparaient à coups de milliards l'écrasement de la vieille Europe, et les figures compassées et froides de Miss Aurora et de son père, Addison, et de ses chimistes, surgissaient comme des fantômes en son souvenir. Mais un doux sourire de Lucienne eut vite fait de dissiper ce cauchemar. Un orchestre, dissimulé dans les feuillages, attaquait la marche nuptiale de Haydn, et Ned Addison se sentit fortifié contre l'avenir de toute la puissance de cet instant inoubliable. Fin de la section 23. Fin de la conspiration des milliardaires par Gustave Guiton et Gustave Le Rouge. Lu par Isade, quelque part en France.